nous savons ce que nous sommes en train de faire lorsqu'il s'agit des réformes. Mais je voudrais quand même rectifier un petit fait. Ceux qui sont pour le changement de la Constitution, tout comme ceux qui sont contre, eh bien, nous devons avoir un langage cohérent, un langage social, un langage rassembleur. Que ceux qui ne maîtrisent pas la Constitution ne puissent pas en parler. C'est une matière spéciale, spécialisée, appartenant aux spécialistes. Parce que ce que je suis dans les médias, il y a quand même des choses, il y a des définitions. Je me pose la question, d'où ces gens-là tirent ces définitions-là. Et nous devons éviter du langage du genre à dire nous allons changer la Constitution de force. Non, c'est une démarche intellectuelle, c'est une démarche politique. Nous savons la Constitution est un pacte social. Nous essayerons d'obtenir le minimum de consensus possible avec nos amis en face de l'opposition qui nous prêtent des intentions médiévales. Nous n'avons pas ces intentions-là. C'est pour l'intérêt suprême de la République démocratique du Congo. Dixit, le premier des citoyens d'entre nous, Félix-Antoine Tshisekedi. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Netoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, Tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso, qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Il fait partie de rares personnalités ayant œuvré aux côtés de Tshisekedi, père et fils. Son attachement et sa vision de choses ont tapé dans l'œil du chef de l'État qui a décidé de lui confier d'énormes charges au sein de son cabinet. Conseiller en matière de mines et énergie, poste qu'il quitte en fin d'année 2022 pour celui des entreprises du portefeuille, il est caractérisé par l'amour du Congo. Et il a fait l'amitié de répondre à notre invitation parce qu'on s'en souvient à l'époque, le chef de l'État s'était engagé à réorganiser ses troupes à la présidence de la République tout en trouvant des points de chute au sortant. Et il a fait l'amitié de répondre à notre invitation. Avec lui, on va parler de beaucoup de choses. C'est l'un des rares personnages qu'on ne sait pas avoir devant soi tout le jour. Je reçois dans cette émission pour évoquer l'une des questions d'actualité, Maître Michel Eboma Ablavi. Comment allez-vous? La santé physique d'abord. Merci de l'honneur. Quelles sont vos premières impressions
chez Politicon? Bonjour, cher ami journaliste. Je vais bien, comme vous pouvez le remarquer. Et je suis de temps en temps les émissions sur votre chaîne. J'ai l'habitude de suivre. Je pense qu'il y a du sérieux. Je vous encourage. Merci beaucoup. Voilà, on est là. Dans la présentation faite tout à l'heure, est-ce qu'il y a une qualité de vous qu'on a oubliée? Non, ça ne sert à rien de trop parler de moi. Parlons plutôt de la République. Mais c'est important pour notre public. Essentiel. Oh, ceux qui me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas apprendront à me connaître. Merci. Il est difficile de parler de soi, et ça on vous le concède. D'abord, comment la santé de votre parti politique, l'UDPS, qui a traversé les zones de turbulence, est-ce qu'actuellement on est en droit de parler d'une accalmie ou d'un semblant de paix qui regagne ou qui fait retour? Mon cher ami, ça fait déjà 2 ou 3 émissions que la même question revient sur l'UDPS, mais je pense que pour tous ceux qui suivent l'activité politique de la RDC, vous savez que l'UDPS traverse une crise. Et le chef de l'État a pris les choses en main parce que le chef de l'État, pour le parti, c'est la haute autorité de référence. Vous savez qu'il y a un semblant de 2 camps. Un camp tenu par Augustin Kabouya et un autre tenu par Deo Bizibou. Mais tous deux sont fils d'une même famille. Et nous pensons que dans les jours qui viennent, comme le chef de l'État l'a dit, avant, n'est-ce pas, janvier 2025, il mettra fin à cette crise. Ou est-ce que vous avez trouvé légitime les revendications du camp mené par Deo Bizibou? Les revendications sont dans tous les camps, dans tous les groupes, dans tous les réseaux du parti. Certains se plaignent de la mégestion du parti, d'autres se plaignent du fait qu'ils se trouvent frustrés. Eh bien, voilà, toutes ces revendications sont prises en charge par la haute autorité du parti qui est le président de la République. Non. Vous qui connaissiez de près le leader Max Sémon, par rapport à l'IDPS qui a pu accéder au pouvoir, est-ce que c'est le même leadership aujourd'hui? Leadership dans la gestion du parti. Tout à fait. Mais vous ne pouvez pas, donc à l'heure actuelle, comparer la gestion du parti avec nous qui sommes restés et à l'époque du vieux Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi était un homme phénoménal, un homme particulier, un homme qui avait, je dirais, c'est une grâce de Dieu, d'avoir un homme de la trempe d'Étienne Tshisekedi. J'ai travaillé avec lui. En tant que conseiller juridique. Oui, j'étais son conseiller juridique. Je peux vous dire que c'est un politicien hors pair. Et de tels hommes donc, politiques ne viennent pas à toutes les générations. Par quoi est-il caractérisé? Par beaucoup de choses. Son attachement au texte, l'amour de son pays. Il savait se négliger lui-même au profit de son idéal. C'est un homme qui a abandonné la vie pratique, qui a abandonné la mondanité pour se consacrer à la lutte pour son peuple. Il a lutté pour la démocratie, il a lutté pour la liberté de penser, il a donc lutté pour l'instauration d'un état de droit. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, jusqu'aujourd'hui, est une référence pour beaucoup. Je veux vous dire, lorsque le dialogue se tenait en Afrique du Sud, donc M. Moustapha Niasse, qui est un professeur d'université, a révélé aux participants que à l'université de Dakar, à l'université tchèque Anta Diop, dans la faculté des sciences politiques, on étudiait l'histoire politique d'Afrique. On étudie l'histoire de l'UDPS et de son leader, Étienne Tshisekedi Wamulumba. C'est prouvé. C'est un honneur pour nous qui sommes donc de l'UDPS de savoir qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente donc beaucoup de choses. C'est une fierté d'apprendre que dans une grande université prestigieuse, Cheikh Anta Diop, que dans la faculté des sciences politiques, qu'on étudie l'histoire de l'UDPS, qu'on étudie son leader, Étienne Tshisekedi.
Là, on l'étudie comme un grand homme, comme un grand leader africain. Voilà, c'est une fierté pour donc l'UDPS. Mais je peux vous rassurer, cher ami, que l'UDPS, dans son histoire, a connu des cycles. Des cycles de crise. À chaque crise, après la crise, donc l'UDPS devient plus fort. Ben, c'est comme ça l'UDPS. Il y a eu la crise à l'époque du feu Birindois, hein, quand il est parti rejoindre le maréchal, qu'il a nommé chef du gouvernement. Il y a eu une grande crise à l'UDPS. Cette crise n'a pas tué l'UDPS. Après cette crise, l'UDPS est devenu très fort. Il y a eu la crise avec le départ du président Frédéric Kibasa-Maliba. Donc l'UDPS s'est plongé dans une autre crise. Après cette crise, l'UDPS s'est encore mis debout, plus fort qu'avant. L'UDPS s'est relevé de toutes les crises. N'est-ce pas parce qu'il y avait des hommes forts? Peut-être qu'ils ne sont plus là aujourd'hui. Non, à l'UDPS, il s'agit d'une lutte sur base des convictions, de l'idéologie, de l'idéal, de la mise en place d'un état de droit. De quel idéal parlez-vous, lorsque nous disons Michel Eboma? L'instauration d'un état de droit, lorsque nous disons UDPS, que ça dit? Union pour la démocratie et le progrès social. Nous luttons pour le progrès social. C'est ça notre idéal. Et c'est ça notre force. Donc l'UDPS n'est pas tellement une religion où il y a un homme, un pape, un gourou qui vous dit « Ah, vous tous... » Non. Parlant du progrès social, est-ce que c'est le cas de le dire aujourd'hui par rapport au vécu quotidien du peuple congolais? Le progrès social est un processus qui est déjà en marche. Nous devons voir ne serait-ce qu'un débit de changement. La gratuité de l'enseignement, c'est ça le progrès social. La gratuité de l'enseignement. La gratuité de la maternité. À quel niveau l'évaluez-vous? Je peux l'évaluer à 70%. C'est un processus. Je peux l'évaluer à 70%. Ça, c'est le social. La gratuité de la maternité, c'est le social. L'adduction en eau potable, donc l'électricité, c'est ça le social. Comment pouvez-vous parler du progrès social, de la gratuité de l'enseignement et de la maternité sans considérer les conditions optimales dans lesquelles doivent travailler les personnels? Vous parlez du travail privé ou public? On parle du travail public. Le travail public. Et je peux vous dire que tous les travailleurs du secteur de l'État, depuis 2019, dans tous les secteurs, il y a eu augmentation des rémunérations. Combien toucherait un enseignant ce jour? Dans tous les secteurs, il y a eu augmentation. Vous êtes un journaliste d'investigation. Je pense que vous êtes au courant de cela. Même si ce n'est pas encore combien, justement, maître Michel? Mais je ne suis pas venu pour... les statistiques, c'est important aussi. Dans le salaire des gens. Mais ce que je peux vous dire, vous le savez, il y a eu des augmentations dans les rémunérations. Dans tous les secteurs. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, nous le savons. Le processus continue. Voilà pourquoi nous luttons à ce que le budget de l'État puisse vraiment être bien utilisé et redistribué pour que chacun dans son coin puisse se retrouver et partager donc de manière équilibrée, équitable, les richesses de son pays. Il y a eu augmentation. En même temps, le pouvoir d'achat du Congolais s'est sensiblement déprécié. Nous le savons et le gouvernement s'attelle à lutter sur ce problème-là. Mais déjà, il y a quand même des signaux. Hein. Vous avez vu la baisse du prix du carburant. Ça, c'est aussi du social. Lorsque le carburant baisse... Quel effet sur le vécu quotidien? Parce que ça devrait avoir des retombées positives sur la population, parce que le prix du transport est passé toujours du simple au double. Mon cher ami, je veux vous dire une chose. Allez-y. On peut discuter sur plusieurs théories économiques. Mais la théorie, la principale est que pour que vous ayez une économie forte, il faut renforcer la production locale. Il faut que le Congo soit à mesure de produire ce que nous, les Congolais, ce dont nous avons. En 6 ans, pourquoi n'avez-vous pas réussi à mettre en pratique cette théorie? Nous avons commencé à le faire.
Vous avez vu en ce qui concerne l'attelage et le montage de véhicules de transport. Nous avons tout fait pour que l'on commence à faire l'attelage et le montage ici au Congo. Ça nous réduit les frais d'importation, de transport, ainsi de suite. Et ça continue. Vraiment, la base, le chemin à suivre est que nous devons relancer la production locale. Il est, je dirais, étonnant et inacceptable que le Congo puisse importer plus de 70% de ce que nous sommes appelés à consommer. Nous devons renverser les choses. Il faut que 80% de ce que nous, les Congolais, nous sommes appelés à consommer viennent d'ici, soient produits sur place. Voilà pourquoi vous avez la zone économique spéciale ici à Kinshasa, à Maluku. Justement, c'est pour que nous puissions relancer la production ici. Le social, les carreaux, vous connaissez. Le mètre carreau revenait à 20 $. Aujourd'hui, le mètre est à 9 $. Ça, c'est du social. C'est du concret. Et là, on n'a pas à philosopher, c'est du concret. C'est ce que nous vivons ici au Congo, à Kinshasa. Des actions à compter au bout de doigts d'une seule main. Parlant de social, d'abord, il faudrait jeter des fleurs à un homme et à ce qu'il fait. Le général Kabwik, à travers les services nationaux, c'est en quelque temps, il a réussi à bouleverser un peu la donne dans ce secteur qui était presque paralysé ou abandonné à lui-même. Mon cher ami, je vais vous dire, parce que vous dites que les actions au niveau social sont à compter. Un voyage de 1000 pas commence par un premier pas, et un deuxième, et un troisième, jusqu'à atteindre la destination finale. Lorsque vous dites tel monsieur a fait ceci, nous devons éviter... grâce à la vision aussi, il faut rappeler, du chef de l'État. Nous devons éviter qui a mis le moyen de mettre les personnes qui sont habilitées à gérer un service au centre de ce qu'ils font. C'est un travail d'ensemble. Et ça, je trouve que c'est dangereux. Parce que je vois même les ministres, tout ça, lorsqu'il y a une activité gouvernementale, on organise, je vois des banderoles où il y a l'effigie du ministre. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. S'il y a des avancées au service national, vous savez que ce service-là, c'est à mettre à l'actif alors est un service, parce qu'on voit un homme qui travaille, qui sort des sentiers battus. Pourquoi ne pas parler de lui? C'est un service spécialisé de la présidence de la République. Et nous savons qui est au sommet de la présidence. Ce sont les actions du chef de l'État. Je sais de quoi je parle. Hein. J'ai parlé de la volonté justement, du chef de l'État de relever. Ce sont les actions du chef donc, de l'État. Et lui, je pense qu'il les exécute bien. C'est ce que nous voulons. Mais ce n'est pas à mettre dans son actif, voilà, non. Ce sont les actions du chef de l'État et lui, ce que je constate, ce que je vois, il les exécute bien. Merci beaucoup. Vous avez parlé tantôt du leadership de l'époque avec le leader Maximo qui n'est plus le même avec celui d'aujourd'hui. Est-ce que si Tshisekedi était vivant, est-ce qu'il apprécierait la gouvernance actuelle de Tshisekedi? Mais vous me posez une question sur les avis d'Etienne Tshisekedi. Je ne suis pas Etienne Tshisekedi. Mais ce que je peux vous dire, c'est vrai que Etienne Tshisekedi était un grand homme. À sa mort, nous avons été choqués, attristés, endeuillés. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous avons son fils, Félix Antoine Tshisekedi, qui suit les pas de son père. Il a le costume de son père. Voilà, ça nous réjouit. Et parlant du costume, vous faites allusion à quoi? Mais à l'idéologie du Phinx. Il marche sur les traces d'Étienne Tshisekedi. Lorsque le chef de l'État vous dit « nous allons faire des réformes », je constate que la constitution actuelle a des problèmes. Il a dit, Étienne Tshisekedi aussi l'a dit. Je vais vous faire une révélation. Il a dit dans quel cadre, puisque ce que nous savons ici, c'est qu'il s'est opposé farouchement à toute possibilité de modifier ou de changer la constitution à l'époque de Kabila. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous faire une révélation. Nous sommes en 2006. Lorsque l'UDPS dit non à la constitution actuelle, janvier 2006,
il y a eu le CIAT, Comité international d'accompagnement de la transition en République démocratique du Congo, qui était dirigé à l'époque par l'ambassadeur du Ghana. Ce comité est venu rendre visite au président du parti, Étienne Tshisekedi. Nous sommes en janvier 2006. Nous avons les images et les photos de cette réunion. Je vous fais une révélation. À cette réunion du côté de l'UDPS, il y avait M. Moubake, M. Rémi Massamba, il y avait M. Mbayo, il y avait M. Alexis Moutanda et 2-3 autres personnes que j'oublie. Le comité international d'accompagnement de la transition est venu dire à Étienne Tshisekedi que nous vous demandons de laisser que la constitution actuelle s'applique. Parce que pour nous, la communauté internationale, nous voulons que tous les belligérants se retrouvent au pouvoir. Voilà pourquoi le Parlement, il aura 2 chambres. Étienne Tshisekedi s'opposait au nombre des députés. Il dit qu'il faudrait que nous ayons un Parlement qui reflète un peu l'économie du pays. Déjà en 2006. Nous sommes en 2006. Un Parlement réduit. Et Tshisekedi s'opposait un peu au régime. Et après débat, ils nous ont fait comprendre que pour la communauté internationale, donc l'UDPS devait accompagner, n'est-ce pas, la constitution actuelle. Étienne Tshisekedi, prenant la parole en dernier, a dit ceci. Ce que je vous dis, je prends à témoin l'ancien secrétaire général de l'UDPS, M. Rémi Massamba, en vie. L'ancien secrétaire général, Alexis Moutanda, en vie. Étienne Tshisekedi prendra la parole en dernier pour dire le jour où le peuple prendra le pouvoir, le peuple procédera au changement de cette constitution. Dixit Étienne Tshisekedi Wamulumba. Les photos existent. Janvier 2006, à la résidence du feu Étienne Tshisekedi Wamulumba dans sa paillote. Le comité international d'accompagnement de la transition. C'était la volonté d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Parce que déjà à l'époque, il révélait, il démontrait les vicissitudes de la constitution actuelle. Voilà. Je ne suis pas... Est-ce qu'il y avait enregistrement de ce son? Les photos existent. Les photos, malheureusement, ne parlent pas sur Miouette. Mais nous sommes là. Nous sommes des témoins vivants. Encore faut-il se poser la question de savoir si vous transmettez fidèlement ce que Tshisekedi avait dit. Donc, quel intérêt, pour quel intérêt nous serons tentés de travestir les faits? Il n'y a pas intérêt. Ça, c'est en 2006. Intérêt. Et après, alors? Je vous dis en 2006. Il s'est rebiffé. En 2014. En faisant quoi? Non. Il ne faut pas faire la confusion. Nous devons éviter le quiproquo. Quelle est votre part de vérité? L'amalgame. Nous nous sommes opposés à la révision de la Constitution. Pourquoi? Parce que M. Kabila Joseph n'avait pour seul but de réviser, c'était pour déverrouiller le nombre et la durée du mandat. Déverrouiller l'article 220. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Et certains kabilistes sont avec nous. Nous avons accès au secret d'État. Je sais de quoi je parle. Et que révéleraient les secrets d'État? Je ne vous le dirai pas. Mais croyez-moi que lorsque Kabila tentait de modifier la Constitution, c'était pour verrouiller précisément le point 4 de l'article 220, limitant le nombre et la durée du mandat du président de la République. Et c'est à quoi vous êtes tenté aujourd'hui? C'est à quoi vous êtes tenté? Pas du tout. Nous, ce n'est pas ça. Le président l'a dit, comme la Bible dit. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui entend et qui ne veut pas entendre, que celui qui voit, qui refuse de voir. Il a dit plus d'une fois, les réformes que j'envisage, ce n'est pas pour m'éterniser au pouvoir. Il a dit, je ne cherche pas un 3e mandat. Qui peut parler mieux que lui? Parce que c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Et quel est ce président en Afrique qui a déjà dit que je veux m'éterniser ou je suis parti pour un 3e mandat? Je vous comprends. Vous êtes influencé par ce qui s'est fait en Afrique où le président il modifiait la Constitution dans le seul but de se maintenir au pouvoir. Mais nous sommes l'UDPS. Nous savons qu'en démocratie, il y a la tolérance, il y a la transparence, il y a l'alternance au pouvoir.
Qui de tous ces mouvements que je vois ici en RDC peut enseigner la démocratie à l'UDPS? Quel est ce parti qui peut enseigner la démocratie à l'UDPS? Moi, je n'en vois pas. Ce n'est pas à l'UDPS qu'on va apprendre l'alternance. Nous savons ce que nous sommes en train de dire. La constitution actuelle, si vous voulez que nous puissions en parler, nous ne disons pas qu'elle est maudite. C'est ce que a semblé dire Augustin Kabouya. Je ne sais pas s'il a dit, mais s'il aurait dit, le terme est... Nous gardons la vidéo. Est à mon avis excessif. Mais la Constitution, n'est-ce pas, a des écueils, a des vicissitudes, a des ratés. Moi, je elle est dépassée sur année où elle est... je n'ai pas dit ça. Retenez ce que j'ai dit. Elle est perfectible. Bien sûr. Je ne suis pas très d'accord avec ceux qui, de manière prématurée, précoce, de manière in limine litis, ont fait l'apologie, n'est-ce pas, dans l'éloge de la Constitution actuelle. Une Constitution s'apprécie dans le temps. C'est-à-dire? Donc, ceux qui ont pensé qu'elle était la meilleure des constitutions de la République démocratique du Congo, ceux qui ont dit elle dépassait celle de pays XY, non. Une constitution s'apprécie dans le temps. Et cette constitution, ayant vécu, je crois, 14 ans ou 15 ans, nous constatons qu'il y a des problèmes, notamment sur le fonctionnement des institutions publiques. Voilà pourquoi nous allons, avec l'accompagnement du peuple, retoucher la Constitution. Il s'agit au fait... Retoucher veut dire quoi? Changer ou reviser carrément? Ça veut dire la même chose. Il s'agit au fait des réformes constitutionnelles. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque les réformes au niveau de la Constitution ou constitutionnelles sont partielles, on parle de la révision de la Constitution. Lorsque les réformes constitutionnelles touchent l'essentiel de la Constitution, on parle du changement de la Constitution. Disposition intangible. Je ne sais pas ce que vous appelez disposition intangible, mais moi, je peux vous dire que si vous faites allusion à l'article 220, il s'agit des matières verrouillées par la Constitution. La Constitution vous interdit d'apporter des révisions, des modifications sur 8 matières. Et ce sont les matières fondamentales dans la gestion de l'État. Est-ce que ces matières sont concernées par ce projet de révision-changement? Je ne voudrais pas me substituer ici à la commission qui va venir, mais pour nous, l'UDPS, nous disons que nous devons revoir beaucoup de choses. Vous savez, le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, tant nationales qu'au niveau de nos entités territoriales, les provinces, ainsi de suite. Il constate qu'il y a un problème. Mon cher ami, nous sommes avec vous ici, au Congo. Vous savez que depuis que nous avons l'application de la Constitution, que voilà, il y a toujours eu des problèmes de fonctionnement dans nos provinces. Sur les 26 provinces, il n'y a que 5 provinces qui ont connu un semblant de stabilité. Les autres n'ont connu que des problèmes. Et le problème résulterait de la Constitution? Aussi de la Constitution. C'est ce que nous appelons des causes ontologiques. Vous savez, la Constitution place le gouverneur comme étant un élu local et en même temps un représentant du président de la République. Par contre, en France, vous avez le préfet qui est nommé par le gouvernement et vous avez le maire qui est un élu local. Les dispositions en France sont faites que les deux y travaillent. Or, chez nous, on a pris un élu et en même temps le fait le représentant du président de la République. Il y a quand même un petit souci dans l'application. Voilà. Nous avons constaté aussi qu'au niveau du Parlement, nous avons un Parlement à 2 chambres. Est-ce que le Sénat apporte une plus-value dans l'évolution du pays, dans le fonctionnement du pays? Je pense que la plupart des observateurs nous diront non. Est-ce que ne pouvons-nous pas réfléchir sur le moyen de supprimer le Sénat? Or, si nous voulons toucher à ça, l'article 220 nous l'interdit par son alinéa 2. Il dit « est formellement interdit toute révision tendant
à réduire les prérogatives accordées aux provinces. Or, le Sénat est l'émanation des provinces, parce que les sénateurs sont élus par les députés au niveau des provinces. Mais si nous voulons toucher à ça, on violerait l'article 220. Il y a des problèmes qui se posent sur le mode d'élection des gouverneurs. Mon cher ami, j'ai fait la campagne chez moi au sud du Bangui. Les députés au niveau des provinces, lorsqu'il s'agit de voter le gouverneur, les sénateurs, ils sont séquestrés. Un candidat qui a peut-être des moyens de financiers vient, il place les députés dans un hôtel. Il ferme la chambre. Et ces députés-là sont nourris par fusion, par éprouvette, jusqu'au jour des élections. Est-ce que nous pouvons accepter ça et continuer ça? Les sénateurs, il a peut-être 2 élus locaux, ou 4 ou 5, il les enferme dans un lieu X jusqu'au jour des élections. Il faut quand même dire que... Si vous êtes au courant de tous ces cas... Ces élections-là sont quand même... Il y a beaucoup de corruption. Mais la justice est faite pour ça. Elle est là pour ça. Vous savez que la corruption... Vous êtes au courant de ces cas d'irrégularité, mais pourquoi ne pas sanctionner? Vous avez le pouvoir. L'infraction de corruption, les éléments pour qualifier et déterminer les coupables, ce n'est pas toujours aisé. Ça, il faut reconnaître. Mais si déjà vous constatez que la loi semble accommoder la fraude, la corruption, il faut la modifier. Est-ce que c'est le problème de la loi ou le problème d'hommes ou les pratiques qui Il y a aussi le problème qui sont devenues monnaie courante sous votre régime? C'est pourquoi on modifie la loi. C'est pourquoi on modifie la loi. Parce qu'avec l'évolution, on constate que cette loi n'est pas adaptée. On la modifie. Voilà pourquoi on parle de la révision et de la modification. Alors, si nous voulons changer le monde... C'est la loi qui s'adapte aux réalités, aux hommes, ou ça devait être plutôt le contraire? La loi, sa définition, c'est l'expression de la volonté des hommes d'un pays à un moment donné. C'est l'expression des hommes. Ce sont les hommes qui organisent la loi, qui votent et la mettent en pratique. C'est l'expression de la volonté des hommes. Revenons à ce que nous étions en train de dire. Si nous voulons toucher à la modification... À partir du moment où le chef de l'État va devoir commencer à nommer les gouverneurs de province... Je n'ai pas dit ça, mon cher ami. C'est l'intention et c'est ce que l'on veut. Non. Ne nous prêtez pas des intentions. C'est parmi ce qui s'est dit au niveau de l'UDPS. Le secrétaire général Augustin Kabouya est revenu largement dans ses meetings devant les militants. Il n'a pas dit ça. Moi, je vous dis ce qui se passe. Nous sommes en train de réfléchir à la possibilité de changer le mode de désignation ou de prise de fonction des gouverneurs. Comment ils seraient alors désignés ou nommés? Les hypothèses, les propositions se bousculent. Okay. Je vous en donne 2. Soit les gouverneurs sont nommés par le président, mais parmi les élus. Je vous donne un cas. Vous êtes dans la province de la Chopo. Parmi les députés élus dans la province de la Chopo, le chef de l'État peut nommer parmi eux un élu de gouverneur. Parce qu'il faut quand même que le gouverneur ait une certaine légitimité. Il y a aussi une autre proposition qui est sur la table, selon laquelle tout élu de n'importe quel coin du pays peut être désigné gouverneur dans une province, que ce soit sa province d'origine ou non. Désigné par qui? Toujours par le chef de l'État. Par le chef de l'État. Donc ce sera désormais la nomination. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que les discussions se tiennent, les discussions se font. Ne mettez pas les choses avant. Parce que je voudrais cerner parfaitement le fond de votre pensée. Non, vous n'allez pas cerner le fond maintenant. Soyez patient, attendez. Lorsque la commission sera mise en place, vous aurez toutes les précisions. Je suis en train de vous dire les propositions, les suppositions que nous avons déjà eu à penser dans l'opposition. Et ces modes de désignation résoudrait quel problème? Résoudrait le problème d'abord de la gestion. Parce que quand vous êtes désigné par le chef de l'État, vous avez des assignations. La gestion de la province du Haut-Katanga
diffère de la province de Bazouélé. La gestion de la province du Sud-Ubangui diffère de la province de Lualaba. Le chef de l'État, lorsqu'il vous désigne, il vous donne des assignations. Vous êtes désigné dans cette province, voilà les assignations. Parce qu'ils sont les représentants du chef de l'État. Comment accepteriez-vous être le même représentant en étant élu par les députés de provinciaux, il reste représentant du chef de l'État. Ça ne change rien. Mais le programme que lui, le gouverneur, il exécute, c'est le programme qui est adopté par l'Assemblée provinciale. En ce moment-là, le chef de l'État, il n'est pas là. Il n'a rien à dire. Mais il a la capacité tout de même de sanctionner. Il va sanctionner comment? Il y a l'Assemblée nationale, la provinciale. Non, les motions viennent des députés provinciaux, des assemblées provinciales. Les ministres de l'Intérieur peuvent aussi avoir une certaine mainmise sur l'exécutif provincial. Les choses ne sont pas très claires sur l'autorité du ministre de l'Intérieur sur les gouverneurs. Du moment que les gouverneurs ont une autonomie administrative et financière dans la gestion, il y a un vide juridique sur le rôle exact du ministre de l'Intérieur. Vous savez que le ministre donc de l'Intérieur, juridiquement, il n'y a aucune loi qui l'autorise à sanctionner les gouverneurs, à les suspendre. Il n'y a pas de loi. Voilà pourquoi nous disons qu'il y a des vides sur la législation actuelle. C'est pourquoi nous pensons apporter, n'est-ce pas, des réformes. Mon cher ami, je vais vous dire, les réformes sont les actes de gestion. Un gestionnaire qui ne fait pas de réformes ne réussira pas. Vous savez, nous sommes en Afrique, au Sénégal, je l'ai déjà dit. Macky Sall prend le pouvoir. Il dit, moi je vais faire des pas de géant pour le Sénégal. Mais je constate que notre Parlement a 2 chambres. Un Parlement bicaméral. Je voudrais supprimer le Sénat. Oui, je voudrais supprimer le Sénat et prendre cet argent qui va pour le fonctionnement, le paiement des sénateurs, réorienter vers les besoins sociaux de base. La Constitution au Sénégal est de type rigide. Mais au moins là, il y a une sortie. Il y a un article qui dit « Toute matière non prévue par la Constitution est renvoyée au Congrès », c'est-à-dire les 2 chambres réunies. Macky Sall amène son projet de la suppression du Sénat au Congrès. Eh bien, le Congrès adopte la suppression du Sénat. Une fois le Sénat au Sénégal supprimé, Macky Sall prend cet argent, il le réoriente vers les besoins sociaux de base. Il construit 3 centrales électriques. À partir de là, ils ont eu un surplus d'énergie. C'est alors que les industries locales se sont développées, ont créé de l'emploi. Macky Sall, avec ça, il a pris cet argent, il a construit des stades. Est-ce qu'on ne ferait pas de même? Il a construit des trains peut-être en ne supprimant pas le électriques. Sénat, mais en réduisant sensiblement les trains de vie des institutions. Mais lorsqu'on supprime le Sénat, c'est une réduction claire du train de vie des institutions. Et vous avez le Conseil économique et social. La Constitution dit que c'est la conseillère du gouvernement en matière économique et financière. La même Constitution dit aussi que la Banque centrale est la conseillère économique et financière du gouvernement. Mon cher ami, il y a double emploi, soit l'un ou l'autre. Nous pensons à la suppression du Conseil économique et social. Parce que, mon cher ami, nous constatons que cette structure n'apporte pas grand-chose. Donc, dans les réformes, le plus dur que vous voulez faire, c'est peut-être la suppression de certaines institutions dites budgétivores. Notamment. Mais au-delà de tout ça, on a l'impression ici que vous voulez la concentration du pouvoir. Le chef de l'État veut avoir le plein pouvoir pour contrôler et imposer sa vision des choses. D'abord, mon cher ami, je venais de vous dire, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous sommes des démocrates. En démocratie, le pouvoir ne s'incarne pas en une personne. Le pouvoir s'incarne dans les institutions. Et tout juriste sait, tout scientifique sait, tout démocrate sait, il y a le principe de la séparation du pouvoir. L'exécutif, le législatif, le judiciaire. Même aux États-Unis. Apparemment, vous voulez briser ces principes. Pas du tout. Voilà pourquoi le président dit, ne nous prêtez pas des intentions. Des intentions.
même aux États-Unis où il y a un régime présidentiel, le président américain, pour certaines matières, il doit requérir l'autorisation du Congrès. C'est comme ça dans un État démocratique. Même si on quittait du régime semi-présidentiel pour un autre régime, le président de la République qui sera là n'aura pas les pleins pouvoirs. Ce n'est pas l'UDPS qui va introniser un maréchal, un dictateur, un roi, un empereur. Chez l'UDPS, ça n'existe pas. Le pouvoir corrompt, est-ce que le chef d'État est-il resté le même avant son accession au pouvoir? Ben oui, il est le même. Il changerait en quoi? Il changerait pour quoi? Le pouvoir is. Et pour qui? Le pouvoir corrompt. C'est une expression qui est renversable. On a vu certains pays d'Afrique où les présidents ont fait un mandat, ils sont partis, 2 mandats, ils sont partis. Voilà. Merci Donc, beaucoup. ne nous prêtez pas des intentions qui ne sont pas les nôtres. Merci beaucoup. Entre-temps, au sein de l'opinion, ça monte, la pression monte d'un cran. Le samedi dernier, à Genval, le tandem Katumbi-Fayoulou se rencontrait pour harmoniser les vues et une alliance anti-Tshisekedi, anti-projet, changement de la Constitution, c'est d'ores et déjà créé. Sur ces entrefaites, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, est en passe de marquer son accord. Mais bien avant, le proprio de Faden House, Martin Fayoulou, qui continue à rejeter l'élection du chef de l'État en 2018 comme celle de la présidentielle en 2023, est revenu au cours d'un point de presse en titillant l'actuel chef de l'État. Selon lui, le chef de l'État est dans un projet de céder la partie Est à Kagame. On l'écoute, on revient après pour savoir ce qu'en passe Maître Michel Boma. Et mettre en mal cette coalition nationale ne peut pas être d'accord avec Tshisekedi. C'est pour ça que je dis qu'il est indiviseur. Tshisekedi, c'est un antipatriotique. Antipatriote. Pourquoi j'ai dit ça? Il a vendu le pays à Kagame. Et j'aimerais qu'il vienne ici devant vous, devant moi, qu'il me dise le contraire. Tshisekedi a fait venir Kagame 2 fois à Kinshasa. Où les gens disent Fayoulou, Yona Nyoboya Kagame. C'est lui qui a fait chanter ça à ses sympathisants et à ses militants. Aujourd'hui, plus de 120 localités du Nord Kivu, est-ce qu'il les a abandonnés? Comment est-ce que Tshisekedi, tout l'argent qu'il dépense pour les voyages, même l'argent qu'il dépense, l'argent des... Pour Martin Fayoulou, ce projet de changement de la Constitution vise à diviser, à soulever les peuples les uns contre les autres. Et toujours, il insiste que Tshisekedi aurait vendu l'Est du pays à Kagame. Que répondez-vous à Martin Fayoulou? Je suis étonné que mon aîné, Martin Fayoulou, Madidi, puisse verser dans des propos si bas. Ça m'étonne quand même de lui. Et je suis doublement étonné que lui, un intellectuel, puisse prétendre que le président Tshisekedi aurait vendu la République. D'abord, du point de vue élémentaire, un étudiant de G1 le sait. Le territoire national, un pays, ce sont des biens hors commerce qu'on ne vend pas. C'est comme la lune, dans le soleil, le vent. On ne vend pas. Je suis étonné que lui puisse se niveler vers le bas pour dire à qui veut l'entendre que le président aurait vendu la République. La République, ce sont des biens, c'est un patrimoine hors commerce qu'on ne vend pas. Et tous les accords internationaux, tous les traités internationaux prescrivent l'intangibilité des frontières, la non-cessibilité des territoires. Alors, comment lui peut tenir des propos comme ça? Je pense qu'il a un problème. Vous êtes sans ignorer que la RDC fait face au plan de balkanisation depuis des lustres et
alors que la menace reste démise sur notre pays, le chef de l'État décide de lancer avec impétuosité ces débats sur le changement de la Constitution. Est-ce que mon cher ami, on ne serait pas tenté à donner raison à Martin Fayulu? N'allons pas loin. Quand il dit ça. Moi, je connais Martin Fayulu. Hein. Nous avons lutté avec lui dans l'opposition. Je sais à quel moment il s'est approché de Étienne Tshisekedi. Au sein du RASOP? Non. Martin Fayulu s'est approché du président Étienne Tshisekedi en décembre 2010, lors du premier congrès de l'UDPS. J'étais dans la commission qui a préparé ce congrès-là. Martin Fayulu est venu avec M. Albert Moleka, qui jadis était le directeur de cabinet de Tshisekedi. Albert Moleka, pour ceux qui le côtoient, qui le connaissent, il avait souvent un sac, un beau sac, en peau de python, et il mettait ses dossiers dedans, les dossiers politiques, les contacts. Et Martin Fayulu était dedans, dans ce sac-là. C'est comme ça qu'il est venu, comme un dossier politique. C'est Albert Moleka qui le présenta à Étienne Tshisekedi. C'est comme ça que Martin... Il avait présenté en qualité de qui et pourquoi? En qualité d'un homme d'affaires qui s'intéresse à la politique. Un gestionnaire d'un bon restaurant qui s'intéresse à la politique. Je n'entre pas dans ça. Revenons dans ce que nous sommes en train de dire. Lorsque vous dites la balkanisation, ça n'a rien à voir avec les réformes. Lorsque un pays est en proie aux conflits armés, ça ne l'empêche pas de gérer. Mais comment voulez-vous envisager ce projet alors que Nanga est en train de s'emparer des territoires? Attendez, mon cher ami. Nous sommes en France dans les années 50. À l'époque du président René Coty, la France traversait une crise grave. L'Algérie était en proie à une guerre. La France était au bord de la guerre civile. Les Français quittaient la France pour venir vivre en Afrique, dans ce qu'on appelait à l'époque l'Afrique de la France, l'Afrique, le Gabon, le Congo-Brazza, Cameroun, Bénin, ainsi de suite. René Coty, le président de la France dans les années 50, dit au Parlement français, voilà, avec cette crise, parce que lorsqu'il nommait un gouvernement, le gouvernement n'atteignait pas 12 mois, le Parlement le renversait, parce qu'ils étaient sous le régime parlementaire. Nous sommes en France dans la 4e République. René Coty dit au Parlement, je vous demande que nous puissions faire recours au général de Gaulle, parce que là, le général de Gaulle s'était retiré de la politique. Le général de Gaulle revient en politique, le Parlement l'investit. De Gaulle, une fois investi président, dit aux Français, au Parlement français, voilà, moi je veux faire des pas des géants, mais je vais changer la Constitution. Parce que la Constitution que nous avons, avec ce régime parlementaire, ne permet pas à la France de décoller. C'est alors que le général de Gaulle présenta la Constitution de 1958 au référendum français. Les Français adoptent la Constitution de 1958. C'est celle qui est en vigueur jusqu'aujourd'hui en France. Lorsque les Français adoptent la Constitution de 1958, en France, l'opposition existait. En France, il y avait un cardinal. En France, il y avait une conférence épiscopale des évêques français. Général de Gaulle a changé la Constitution. Lorsqu'il changea la Constitution, c'est alors que la France va décoller. L'automobile français, l'industrie automobile française a décollé. Citroën, Renault, ainsi de suite, a décollé. La France a acheté, a construit des avions, Apache, Mirage, ainsi de suite. Et la diplomatie française a atteint le haut niveau. Avec la Constitution de 1958, la France a accordé les indépendances aux pays africains. Voilà que la France est revenue sur les rails. C'est alors que la France a avancé jusqu'aujourd'hui. Donc, le changement d'une constitution est faisable. Mais la constitution elle-même n'en prévoit pas le mécanisme. Vous dites une chose bien, mais la réponse se trouve dans la science du droit. Le droit constitutionnel n'a pas que comme source la Constitution. Ça, c'est l'erreur que je vois. Que même certains juristes, donc à manche courte, viennent vous faire penser que la Constitution est la seule source du droit. Non. En droit constitutionnel, il y a beaucoup de sources, plusieurs sources. La première source, ce sont les accords et les traités internationaux. La deuxième source, c'est la Constitution.
La troisième source, c'est la coutume constitutionnelle. Et la quatrième source, c'est le droit comparé. Lorsque la constitution actuelle est silencieuse sur son changement, ce qui est tout à fait normal parce qu'elle ne peut pas parler de son changement, des faits qui viendront après elle, c'est normal. On recourt à d'autres sources de droit, comme c'est le cas ici. La constitution de 2006 est silencieuse sur son changement. Les juristes disent qu'il y a silence de la loi. Lorsqu'il y a silence de la loi, on recourt à d'autres sources. On recourt à la coutume constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Est-ce que la RDC, le Zaïre de naguère, on a déjà eu à changer de constitution? Nous disons oui. La RDC a connu au total 9 constitutions. Et c'était toujours après des crises récurrentes auxquelles la RDC était en proie. Pas du tout. Je vous donne un exemple. Nous sommes le 24 avril 1990. Le maréchal Mobutu fait un discours, il met fin à la Deuxième République. Y a-t-il eu guerre? Y a-t-il eu crise? Non. Il met fin, faisable. Il met fin à la Deuxième République pour ouvrir la porte à la Troisième. Oui. Parce qu'on voulait maintenant pluralisme politique. Voilà que vous-même, vous êtes perdu dans votre argumentaire. Parce que je comprends que vous n'êtes pas juriste. Vous êtes un bon journaliste, vous n'êtes pas juriste. Laissez la science du droit aux juristes. La RDC a connu 9 constitutions. On a eu à changer de constitution. Donc déjà, dans la coutume constitutionnelle dans notre pays, il y a eu des changements de constitution, de plusieurs formes. Alors, la grande question, c'est que, est-ce qu'il est permis à un chef de l'État d'initier le projet de changement de la Constitution alors qu'il a prêté serment sur la même Constitution? Est-ce que ce ne serait pas une violation ou un coup d'État contre ce pouvoir? Mais non, là vous évoquez des faits graves. Nous avons la définition et la signification de tout ce que vous dites. Je vous disais donc, lorsque la Constitution est silencieuse sur son changement, on recourt à d'autres sources de droit. Il y en a 4. Je vous ai fait état que chez nous au Congo, la coutume constitutionnelle nous montre qu'il y a déjà eu des changements de constitution. On recourt au droit comparé. N'y a-t-il pas un pays qui a connu ce genre de cas? Nous disons oui, la France. Le général de Gaulle, lorsqu'il changea la constitution, la France est passée de la 4e République à la 5e République. La France est passée du régime semi-présidentiel, du régime parlementaire au régime semi-présidentiel. Est-ce que la constitution de la 4e République avait-elle prévu le changement? Non. Allez, pour vous, donc, l'alliance Kabila, l'alliance plutôt Fayulu-Katumbi n'est pas de bon augure pour le pays. Mais non. M. Katumbi, M. Martin Fayulu peuvent se réunir, peuvent s'associer, peuvent s'embrasser de jour comme de nuit. C'est leur droit les plus légitimes. Ils peuvent s'associer pour X, Y choses, ça ne nous regarde pas. Nous avançons. J'étais en train de vous expliquer. Mais ils fédèrent leurs forces pour contrer Tshisekedi dans ses velléités de changer la Constitution. Je vous ai dit que je connais M. Martin Fayulu. C'est un aîné. Sa force, c'est lorsqu'il se frottait à l'UDPS. C'est lorsqu'il se frottait à l'UDPS. Mais aujourd'hui, il est seul. Et la force de Katumbi? La force de Katumbi, c'est un tout petit peu les finances. Voilà. Comme certains hommes en politique au Congo aiment bien les finances, eh bien, il entoure. Mais j'ai comme l'impression qu'il commence un peu à serrer le robinet. Voilà pourquoi les gens, n'est-ce pas, on commence à un peu s'éloigner de lui. Oh, nous, ce n'est pas ça. Nous, c'est l'idéologie. Nous, ce sont des convictions politiques. J'étais en train de vous expliquer, mon cher ami. Nous avons recouru au droit comparé pour dire qu'effectivement, en France, la France a connu ce genre de choses. On a changé de constitution pour l'intérêt suprême des Français. Avec le changement de la constitution, l'économie française a avancé. La diplomatie française a avancé. C'est alors que la France s'est rebâtie. Mais qu'à cela ne tienne, mais changer la constitution
doit être l'œuvre de tout le Congolais. Ça ne devait pas être une affaire d'un groupe d'individus comme on le constate avec vous. Je suis heureux de constater que je vous ai convaincu. Quand vous dites que ça doit être l'œuvre de tout le monde, l'initiative appartient à des structures, à des personnes, notamment au président de la République. Il prend l'initiative. Il a dit, au moment venu, le peuple sera invité à se prononcer. Voilà que je suis heureux. Au moins aujourd'hui, j'ai évangélisé un grand journaliste et je l'ai converti. C'est pas possible. Pour vous dire, j'ai suivi un professeur de droit, M. Bob Kabamba, dire sur les antennes d'une chaîne concurrente à la vôtre que changer de constitution serait un coup d'État. Ce qui est tout à fait... A-t-il raison, oui ou non? Non, il est en dehors du droit. Là, il fait autre chose. Tenez. En droit, dans le monde actuel, nous avons 3 familles de droit, 3 familles juridiques. La première famille, c'est la famille romano-germanique. La deuxième, c'est la famille du droit anglo-saxon. La troisième, c'est la famille du droit arabo-musulman. Nous sommes dans la famille du droit romano-germanique. Dans cette famille, il y a 2 écoles doctrinales ou doctrinaires. Il y a l'école dirigée par le professeur Serge Guinchard dans les éditions Dalloz, avec le lexique des termes juridiques, et l'autre école dirigée par le professeur Gérard Cornu dans les éditions PUF, Presse universitaire française, avec le vocabulaire des termes juridiques. Voilà. Le coup d'État se définit, toutes les 2 écoles sont unanimes sur la définition du coup d'État. Le coup d'État se définit comme étant la prise du pouvoir par des moyens illégaux, généralement accompagnés de force. Le coup d'État se définit en 2 types. Il y a le coup d'État militaire. Dans le coup d'État militaire, donc vous avez 2 variantes. Il y a le putsch et le pronunciamentos. Mais lui parle du coup d'État constitutionnel. Ça n'existait pas en droit. Je vais vous expliquer. Il y a 2 types de renversement de régime. Le coup d'État militaire et le coup d'État institutionnel. Il ne s'agit pas d'un coup d'État constitutionnel. C'est le coup d'État institutionnel. Le droit à la précision, c'est dans les détails, c'est dans les mots. Le coup d'État militaire... institutionnel ne reviendrait pas à dire la même chose. Non. Le coup d'État militaire a 2 variantes, je vous expliquais. Vous avez le putsch et le pronunciamentos. Le putsch, que ça dit? C'est l'œuvre des militaires qui renversent le régime établi, c'est-à-dire ils renversent le président, ils suspendent la Constitution et les institutions exercent le pouvoir eux-mêmes. Le Congo a déjà rencontré ces faits. Nous sommes en 1965, le coup d'État de Mobutu. Et la deuxième variante du coup d'État militaire, c'est le pronunciamentos. C'est une variante de l'Amérique du Sud. C'est-à-dire les guérillas, les hommes armés, renversent le président établi, suspendent la Constitution et les institutions, mais n'exercent pas eux-mêmes. Ils font appel à un tiers. Ils disent, voilà, nous avons renversé le président et nous vous invitons, nous vous appelons, nous vous choisissons, vous, de venir gérer le pays. C'est ce qu'on appelle le pronunciamentos. Le deuxième type d'un coup d'État, c'est le coup d'État institutionnel. Ça veut dire quoi? Le président en fonction crée une vacance par sa mort, son assassinat, ou il devient inapte, crée une vacance au sommet de l'État. Alors, une institution qui n'est pas habilitée à exercer l'intérim du président s'improvise pour gérer l'intérim et de ce fait devenir président. C'est le cas au Gabon. Lorsque le président Omar Bongo, décède, la constitution du Gabon prévoyait que c'est le président du Parlement qui exercerait l'intérim. Et on voit Ali Bongo venir, il dit non, c'est moi. Là, c'est un cas d'un coup d'État institutionnel. C'est le cas au Togo avec la mort de Nyansingbe Yadema, où c'est son fils fort qui vient. Là-bas aussi, la constitution prévoyait que c'est le président du Parlement. Un exemple récent au Tchad. Idriss Déby, assassiné, n'est-ce pas, sur le champ de bataille. La Constitution prévoyait aussi que
c'est le président du Parlement tchadien qui devait assurer l'intérim. Mais lui-même, il démissionne, il dit non, moi je ne peux pas, je suis inapte. Et on voit le fils prendre le pouvoir. Ça, ce sont des cas de coups d'État institutionnels, que l'on se comprenne bien. La prise de pouvoir de Kabila Joseph en 2001 était un coup d'État institutionnel. Nous sommes en 2001. Comment ça? Parce qu'il n'y avait pas encore d'institutions démocratiquement établies et le seul qui pouvait perpétuer l'héritage du père, c'était lui. On a trouvé l'homme capable à faire face aux enjeux. Je vais vous donner on n'a plus assez de temps, en 1 minute. Vous allez épouser ces détails. Nous étions gérés à l'époque par le décret-loi constitutionnel de 1997. Et ce décret prévoyait qu'en cas de vacances au sommet de l'État, c'est le président de leur Assemblée nationale, le Parlement de l'époque. Et à l'époque, c'était une dame, Madame Omatoukou, Philomène. C'est elle qui devait remplacer Mosé Kabila. La première femme présidente de l'Assemblée nationale. Soit. Mais le gouvernement de l'époque, avec les moins Congolo, je crois les Likulia, les Sakombi Père, tout ça, ils décident, ils disent non, nous prenons un militaire, un général, donc Joseph Kabila. Il dit voilà, c'est vous, donc Joseph Kabila, vous devenez le président de la RDC. Ça, c'était un coup d'État institutionnel. Est-ce qu'on peut appeler ça coup d'État où on trouve l'intelligence qu'il faut, on cerne la situation et on dit par rapport à cette situation, il nous faut un homme de tel calibre, de tel acabit. Ça, c'est l'arbitraire. Ça, c'est l'arbitraire. Nous avons lutté pour un État de droit, c'est-à-dire l'État où la loi est au-dessus des institutions et des hommes. Mon cher ami, je vous rappelle sur votre chaîne La Force, voilà, hein, La Force, voilà, du détail. Donc, vous avez un thème que vous-même, vous semblez ne pas utiliser. Kabila, sa prise de pouvoir en 2001 est bel et bien un coup d'État institutionnel. D'ailleurs, c'est dangereux pour lui. On peut le poursuivre. On reviendra là-dessus. À tout moment. On reviendra là-dessus dans une autre émission peut-être beaucoup plus élaborée. Il y a encore 2 sujets qu'on n'a pas su aborder, faute de temps. La télé, c'est le temps, bien sûr. Mais en 1 minute, vous pouvez y aller. La question sur le corridor de Lobito, les chefs de l'État s'y rendent. Quelles conséquences et qu'est-ce que gagne la RDC avec ces corridors de Lobito? Vous avez été conseiller en matière des mines et énergie. Vous êtes donc la personne mieux placée pour nous en parler. Aussi, votre décryptage par rapport au gouvernement Sumino après les premiers 100 jours, quelles sont les failles, les faiblesses, qu'est-ce qu'il faut pour que l'on retrouve, qu'on ait plus d'efficacité au sein de l'équipe gouvernementale, parce que depuis certains pays, on a constaté qu'il y avait un problème de coordination au sein du gouvernement provincial, national plutôt. Ah, c'est vous qui faites le constat. Ouais. Le constat, il est vôtre, il n'est pas mien. Concernant le gouvernement, moi, je ne critique pas le gouvernement, j'ai fait des analyses. Et madame, la chef du gouvernement, la première ministre, a dit « Laissez-moi 6 mois. » Et après, on va débattre sur l'exécution ou sur les résultats. Elle a dit « Laissez-moi 6 mois. » À une question sur les 100 jours du gouvernement, elle a dit « Non, laissez-moi 6 mois. » Nous attendons donc, 6 mois après, nous ferons des analyses. Concernant le corridor de Lobito, il s'agit tout simplement d'un chemin de fer qui va acheminer les minéraux se trouvant à l'intérieur de notre pays vers le port angolais de Lobito pour, n'est-ce pas, acheminer ces minéraux auprès des consommateurs finaux. Je vais noter ceci parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne maîtrisent pas comment le secteur des mines, ça fonctionne. Le puits d'extraction, lorsque une société minière a un permis d'exploitation, quand elle exploite, elle sait déjà qui est le consommateur final. Ils savent déjà où livrer ça. Le problème qui s'est posé, c'est les moyens, le transport. Parce que la RDC, avec sa dimension, semble être plus ou moins enclavée. Parce que vous avez les 2 sorties
donc des mers et océans, vous avez à l'est et à l'ouest. Vous avez de l'autre côté les Chinois qui convoitent aussi, qui aiment les minéraux de la RDC. Pour eux, la sortie serait du côté de la Tanzanie, avec le port qui est en construction là-bas. Ils sont intéressés de faire sortir nos minéraux par cette voie-là. Les Américains, eux, sont intéressés de faire sortir nos minéraux plutôt du côté de l'ouest, le port de Lobito. Il est clair que la RDC soit intéressée. Vous savez, la construction de chemins de fer développe les entités, les territoires, les secteurs par où ils passent. C'est ce qui fait que quand vous voyez même avec les Belges, partout où on a eu à construire le chemin de fer, ces entités-là, elles se sont donc développées. Et nous pensons que la RDC actuellement est au centre de l'économie du monde. Il faudrait que nous-mêmes, que nous puissions mesurer, n'est-ce pas, la valeur de nos richesses. Et que ces richesses profitent exactement aux habitants de ce pays. Et nous pensons que finalement, il faudrait que les pays qui ont donc les minéraux puissent s'organiser comme les pétroliers. Les pays qui ont donc le pétrole, à l'instar de l'OPEP, c'est eux-mêmes les pays qui produisent donc le pétrole, qui décident du prix du baril. Est-ce que ce corridor chez nous, de Lobito Congo, peut suffire à juguler la crise ou le push d'insécurité? Oui, c'est un des moyens. Je disais, mon cher ami, que chez nous, au Congo, il faudra que les pays miniers puissent s'organiser à ce que la tonne du cuivre, du cobalt et autres, que les pays qui produisent ces minéraux puissent fixer le prix eux-mêmes. Or, la tonne du cuivre, le prix de la tonne du cuivre n'est pas fixé par les pays qui en produisent. Donc c'est ça la lutte que nous pensons emmener, n'est-ce pas, pour que nous soyons maîtres de notre richesse, que nous-mêmes, que l'on décide avec l'économie du marché, avec la théorie de l'offre et la demande, que nous puissions fixer le prix de nos minéraux. Est-ce que d'abord le code minier a-t-il été appliqué? Oui, il est appliqué, sinon le secteur ne vivrait pas. Le code est appliqué, c'est vrai qu'il y a des problèmes, des petits soucis, mais le code est appliqué. Mais ne vous en faites pas, hein, dans nos réformes, nous pensons aussi réviser encore ce code minier. Vous allez accorder une part belle au changement à ce code? Il y a des matières révisables dans l'intérêt supérieur du Congo. Allez, merci beaucoup. C'est un honneur, un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau. Merci d'être passé, d'être votre dernier mot. Voilà, non, je veux tout simplement dire que je suis heureux de participer à votre émission. Pour finir, je dirais que nous savons ce que nous sommes en train de faire lorsqu'il s'agit des réformes. Mais je voudrais quand même rectifier un petit fait. Ceux qui sont pour le changement de la Constitution, tout comme ceux qui sont contre, eh bien, nous devons avoir un langage cohérent, un langage social, un langage rassembleur. Moi, je m'adresse beaucoup plus du côté de ceux qui sont avec moi pour le changement. Que ceux qui ne maîtrisent pas la Constitution ne puissent pas en parler. C'est une matière spécialisée, appartenant aux spécialistes. Parce que ce que je suis dans les médias, il y a quand même des choses, il y a des définitions. Je me pose la question, d'où ces gens-là tirent ces définitions-là? Et nous devons éviter du langage du genre à dire « nous allons changer la Constitution de force ». Non, c'est une démarche intellectuelle, c'est une démarche politique. Nous savons la Constitution est un pacte social. Nous essaierons d'obtenir le minimum de consensus possible avec nos amis en face de l'opposition qui nous prêtent des intentions médiévales. Nous n'avons pas ces intentions-là. C'est pour l'intérêt suprême de la République démocratique du Congo. Dixit, le premier des citoyens d'entre nous, Félix-Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci de votre particulière attention que vous avez accordée à ce nouveau numéro de Politicon. Regardez nos émissions, likez, partagez et surtout laissez-nous des commentaires. Nous prendrons le plaisir de les lire et de vous faire un clin d'œil partout où vous nous suivez. En tout cas, l'émission est à suivre avec beaucoup de délectation sur votre chaîne.
À tout à l'heure, mesdames. Tout à l'heure, messieurs, avec la même dose de plaisir. Bonsoir chez vous.